Monsieur Chisarou, comme un des orateurs prévus n'est pas à cette table, nous aurons un peu de temps pour discuter et je voudrais vous annoncer qu'on profitera aussi pour vous montrer pendant une dizaine de minutes à la fin, avant midi, une petite vidéo que j'avais proposée pour hier, mais on n'a pas trouvé le temps de le faire. Permettez-moi de poser deux questions à deux des intervenants de ce matin. D'abord à M. Cesarou, le dernier orateur. Est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi, dans la dernière réforme électorale, il y a toujours l'association des femmes avec les minorités nationales? Est-ce que c'est parce que les deux catégories vous paraissent être discriminées ou un législateur, ou quelle est la raison de l'association? Parce qu'il me semble que les femmes ne sont pas Thank you for your question. No, it is, as I said in the premises of my study, there are not, the sole reason of joining women and national minorities in the same study was because they are a huge topic of electoral handbooks. It is not that they have the same issues or both. Thank you for this explanation, because they have something in common with both categories, if their categories are discriminated normally in national election. The second question to our guest speaker from India. I'm very much interested in what the first question, how a doctorate in geography led you to be a commissioner, national commissioner on elections. And the second one, this is for fun. The second question is some of real interest. Could you tell us a small summary of how you teach the youth about participation in election, as you do as a museum you have created about legislation in India? Oh, thank you. The first question related to my qualification of geography. Actually, I come from civil service, and all our election commissioners are actually retired from civil service, and we are serving civil servants. So there's no fixed subject allocated during our career. So we are sometimes in elections, sometimes in education, sometimes in agriculture, something like that. I happen to be spending more time in election. I have headed 2 provinces in the country, and now I am Deputy Election Commissioner. Geography and public administration, these have been related to other assignments. I was looking after something else, then I got interested in geography. I did my PhD from University of Wales in UK in 2009-12. I took a sabbatical at that time. Next question is related to how do we motivate, how do we organize, mobilize basically the citizen to become part of voter list and also then come to vote. This has been the effort of the Election Commission since 1950 when it came into existence. In those days, it was much more related to public engagement, where you go in the public and talk about the importance of election, and also having the sense of realization that, okay, this is something which gives you some kind of equality in the society, where you are equated with somebody who might be rich, who might be socially much more recognizable or something like that. But in the polling station, you have to stand in the queue, and there is no priority system in that particular queue. So this kind of education has been part of the Election Commission's drill, and
Subsequently, it led to a formalization of a particular program which is called Systemic Voter Education and Electoral Participation. In short, we call it SWEEP program, and it started in 2009. And the idea was to put everything in a single basket and also look at the whole year as a calendar of activities kind of thing. So sometimes it is related to encouraging the citizen to come on the voter list, which we face a lot of problem when we approach the younger generation, because they are more interested in their career and other things. So at the age of 18, 19, they are more keen to be focusing in their own personal life than on the civic life. So we have started with something called school engagement, and we try to map them at the school level that, okay, you are going to be 18 years and at that time where are you going to be? So we try to catch them in that kind of territorial areas. And this is done with a very, very scientific way, because we have analyzed that the voter population ratio to the total population comes to around 67 to 68% of the total population. And accordingly, we have come to a particular polling station area. The polling station area, we have around 1400 population, which roughly gets translated to 300 households in a way. And so we also have calculated the number of younger generation to be on the voter list in that particular polling station. These things have helped us in identifying the gaps. Also, we measure the gender ratio. Like if the census gender ratio is 950 to 1000 male, then on the electoral list, we should have the similar kind of gender ratio, not less than that. So we also focus on this kind of gaps. And this is done annually so that we are not lagging behind with our kind of delay approach in handling this. As you know that we in India, we have always some kind of elections going on, whether the state elections or the national elections happens 5 years, but we don't have a simultaneous elections concept as of date. So this also helps in mobilizing the voters in those particular assemblies or provinces where these things happen. And it has a bouquet of activities, whether it is cultural activities, it's educational activities, or engaging the dialogues with the local population. One thing is pretty common is being led by the civil administration of the country. And when they do this kind of activity, then completely they are under control of Election Commission of India. At the level of village, at the level of urban areas, at the level of districts, at the level of state, all these people report for the election purposes directly to the Election Commission of India. And that has helped in standardizing a kind of parameters and monitoring. But there is a lot of operational freedom at the local level. So a lot of things which have happened on the ground, it has been standardized at the level of country, and which has emerged from the ground. It's not top to bottom approach, but it's a bottom which has given a lot of new ideas. Like a very simple exercise I told about that how every school child at the time of vote, given a simple one-page letter written from the Election Commission office that take it to your parents and your parents will sign it that I am pledging to come to the polling station for booth, for voting, so that our futures are secure. So it's a kind of engagement which has started at the ground level, and then Election Commission has adopted it at the national level. Thanks a lot. Thanks a lot for this explanation. I think that this is helpful for other countries as well. And we switch to other questions in the room. And yes, please. No, I would like to return also to the report on the experience of the Electoral Commission in India. You exposed beautifully the commitment of the Electoral Commission in enhancing democracy and political participation,
But this leads me to further questions which are different, namely how the Electoral Commission is appointed and what are the main tasks, namely is the Electoral Commission committed to work on all the question concerning election, the regularity of elections, for example, about corruption. Has the Electoral Commission something to do with corruption or not? Thank you. Thank you. The first question related to the appointment of Election Commission. As on date, the government appoints the election commissioners, and since 1993 we have a multi-member commission. Otherwise it used to be a single-member commission, which used to be Chief Election Commissioner. But once they are appointed, there is a protection like a Supreme Court Justice. So they are very much protected, and a lot of you who would have the knowledge of Indian elections would be knowing about 1990s when we had a very famous election commissioner with the name of Mr. T.N. Seshan. So he was like a kind of, people say that he used to dominate the electoral scene of the country, and that forced the government of the day to make it a multi-member commission. But the fear of the election commission is pretty large, and it is seen from that at the time of election, the election commission with a simple 400 odd permanent staff strength, it controls close to 11 million officials in the country, and that they work because of that kind of fear also, that you are directly on deputation to the election commission. And the kind of working environment it has created, now it's a kind of thing where election officials, who are generally the government officials, and they work very differently for the purposes of election because they know that they are constantly at the watch. And so the appointment issue has not affected the working of the election commission in last 7 odd decades. The experience shows that. The second part of your question is related to the corruption issue. It's very surprising that in India we don't have a state funding of elections. And in 1960s and 70s we had a problem of muscle power and money power both. With the introduction of electronic voting machine, we were able to control the muscle power. But the money power has been a major concern, where the voters used to be bribed and all those things. But in last 2 years, Election Commission took extraordinary steps where they got the reporting of money bribing in some of the constituencies, and they countermanded the election on their own. Now the statute don't give that kind of clear-cut provision to the Election Commission. But the Election Commission took that kind of a step, invoking the constitutional article of plenary power, and they invoked and adjourned the poll in that particular constituency, which was not challenged before the court. So it became a kind of order of the day. And so money still is a big issue in Indian elections, but we have a very big setup of expenditure management, where everything is being watched. We have expenditure observers in a large number of constituencies. We have management of monitoring of the money trade, that how much money is being taken out from banks by individuals, how the candidates are going to operate for the campaign funding, that is also being monitored. And we have a limitation at the political funding, because the political parties are not having any limit on their expenditure for an election, but they are being now audited. So a lot of steps are being taken, but still we have to travel a long way to remove the influence of money from the election process. Thanks a lot. Other questions? Monsieur Carros.
Yes, I don't know, unfortunately, the specific circumstances of Nepal Mr. Roland referred to, but he said that affirmative action should be limited to, let's say, discriminated or parts of the society, I would say, and so, and then provision, because we hope discrimination will have an end. This is in conformity with what the Council of the Venice Commission and a number of experts say. But the issue is, what is affirmative action? I mean, Air raised the issue yesterday. Is a proportional representation of various segments of society affirmative action or not? Because proportional representations of parts of the territory, as Ms. Air said yesterday, is no affirmative action, is admitted. Proportional representation of parties is admitted. Then a proportional representation of genders, then there is a question mark of groups of society in the society, like minorities, social classes, then there is a question mark. And what is the answer? Of course, we can't have a completely proportional representation of everything, because in that case we won't have elections. We should come to election or appointment by lot. Thank you. The floor is yours. Thank you so much, Pierre. It's a good question. First of all, I was pleasantly surprised by the EU, which took up this issue and criticized it. Let me just give a little bit of background on Nepal. They have a mixed system, and in the first past the post there are no quotas. Then there are the 40% approximately are PR seats won in the PR election. That is where they have the quotas. And where it would have been, and there are excluded groups. Women are excluded groups, and there are some Dalits and some ethnic groups, outcasts and lower castes, which are excluded from political life. And according to the international standards, it is okay if you introduce inequality to achieve genuine equality. That is accepted. But then, in their wisdom, they also introduced quota for the upper castes, for the elite, those who are dominating and have been dominating the public life since end of 18th century. And that is what was criticized, because once we introduce, first of all, the effect of introducing a quota for the elite is that it gives a cap on the excluded groups. So the excluded groups, for example, Dalits, which are those who are in the Hindu caste system, outside the caste system, they should have 13%. If they said you should have at least 13%, then even parties could be based on some kind of promotion of excluded groups, and they could have 20%, they could have 50%. But now they have to have exactly 13%, because the elite has to have 32%, for example, and the other groups similarly. So to divide, to actually, not by voters' choice, but by law, give quotas to everybody, that I think, that is not founded in any international conventions. International conventions say to achieve genuine, you can have affirmative action to promote excluded groups. The purpose is genuine equality, and it is possibly it should be time-bound even. Thanks a lot, Mr. Roland. I would like to propose you to close this session by a small video. Oh, sorry. By a small video that I intended to have shown yesterday, but we didn't manage it. It is a demonstration that even for the generation of today, history is not yet her story. Please.
Alors ma réponse, elle est simple. C'est oui, oui, oui et oui. J'ai été témoin, victime, j'ai vu. Et en fait, pour bien être clair, en fait, je crois que tout ça est lié effectivement à l'origine. Et je crois qu'il faudrait revenir à l'origine. C'est-à-dire que je suis née dans une famille pauvre, on va dire, d'un père immigré algérien et d'une mère française, avec un père algérien né de France, ex-colonie, et que j'ai vécu en France, je suis née en France, en Alsace, avec cette mixité. Sauf que cette mixité, alors c'était déjà pas une chance, parce que pour ma famille en tout cas, l'être fille est une erreur. C'est déjà le premier ratage. C'est-à-dire qu'il vaut mieux avoir un garçon pour perpétuer le nom, pour la prestance, et puis aussi pour la suite, c'est-à-dire que c'est le garçon qui va prendre soin, normalement, financièrement des parents. Donc pas de bol. Je suis arrivée un peu, on va dire, dans un endroit où je n'étais pas forcément ni attendue, ni souhaitée de cette manière-là, ce qui fait que ça a créé des tensions dès le départ, avec une liste de privations, d'interdictions. C'est-à-dire qu'une fille ne fait pas ça, une fille ne pense pas comme ça, une fille ne doit pas faire comme ça. Tout était déjà prédéterminé, on va dire, dès le départ. Ce qui était assez violent. Mais à la limite, comme j'étais dedans, c'était pas forcément... moi, j'avais pas la capacité, enfin, je suis très naïve, de comprendre ce qui peut se passer. Je suis née en Alsace, donc je suis allée à l'école primaire, et l'école primaire en Alsace oblige les enfants à avoir des cours de religion. Pas de bol, moi j'étais pas baptisée. Donc je me suis retrouvée seule dans une salle, avec un éducateur, à lire des livres pendant que les autres allaient en cours de religion. Moi, j'ai pas bien compris pourquoi moi, j'avais pas le droit d'apprendre l'histoire de la Bible. Parce qu'en plus, j'avais plutôt déjà bien compris que j'étais un peu en dehors des choses, j'étais plutôt observatrice, que j'avais croisé ce fameux calendrier de Franck Génico chez mon dentiste, et que je savais que j'allais être une artiste. Donc je le savais. Donc je me suis dit, même si j'appartiens pas à cette histoire catholique, je peux quand même la connaître. Sauf que je n'y avais pas le droit, j'étais publique, privée, donc j'étais dans cette salle avec un tuc qui me donnait des livres. Et je me souviens très bien, donc des livres d'histoire de l'art, parce que j'avais le droit de demander ce que je voulais. Et je me souviens avoir dit à cet homme, en fait là j'ai un livre d'histoire de l'art, où il n'y a que les hommes, est-ce que vous pourriez me ramener le livre d'histoire avec que les filles? Il m'a dit comment? L'histoire avec les filles? Je dis, je comprends pas, là, il y a Courbet, Monet, Manet, Picasso, etc., mais il n'y a pas les filles dedans. C'est ça l'histoire. Et là, je me suis dit, bon, alors là, il va y avoir un problème, parce que moi, j'avais besoin de m'identifier, j'avais besoin de savoir derrière qui j'arrive. J'étais petite, hein, mais je savais déjà que j'étais pas vraiment. Donc là, j'ai commencé à comprendre que ça allait être plus compliqué. Seulement, j'étais très amoureuse de l'art, très amoureuse du tout, et très naïve. Et mon but ultime, c'était d'entrer dans une école d'art. Parce que c'est là j'allais rencontrer tous les gens qui sont comme moi, tous les gens qui aiment ça. Sans distinction, filles, garçons, moi j'étais comme tout le monde, d'ailleurs je me sentais ni femme ni homme, particulièrement juste un peu, pas chanceuse on va dire. J'avais un peu raté le coche là, mais j'allais le rattraper. J'allais le rattraper avec l'art, parce que l'art est censé me sauver. Bon, et alors là, je suis arrivée en école d'art. Bon, et là, le festival des humiliations, des railleries, des assignations ont commencé. Donc moi, je suis fille d'immigrés musulmans, donc, algérien, musulman pascan, mais des cultures musulmanes. Premier cours avec Monsieur Leroy, artiste raté, alcoolique, cynique et complètement amer, qui prend la liste et qui dit mon nom. Je dis, c'est pas français ça. C'est pas français. Allez, je suis là. Il dit, ah oui, effectivement. Il dit, mais pourquoi je vais vous appeler Mohamed? Je lui dis, mais je m'appelle pas Mohamed. Il dit, si. Moi, ça me fait rire. Il dit, vous savez cette blague qu'on vous fait et vous n'avez pas de mouvement, en fait, parce que vous ne comprenez pas la blague. Donc pendant toute l'année, on m'a appelé Mohamed. J'ai dû me dire, non, mais moi, je ne m'appelle pas Mohamed, c'est pas possible. On ne peut pas m'appeler Mohamed, je suis une fille. Et puis en plus, j'ai un prénom, et je voudrais qu'on me respecte. Ça n'a pas été possible. Donc, en troisième année, cet homme, je l'ai croisé dans l'escalier,
Et pour la dernière fois, il m'a dit « Alors, comment ça se passe dans la vie ?» J'allais en cours, j'ai fait demi-tour, je suis allée chez les flics. Je dis « C'est la dernière fois. » Mais dans cette école, on m'a appris que ce n'était pas l'amour de l'art qui me reliait, malheureusement. Là, je me suis trompée toute la nuit. C'était les rapports de force. On commençait à m'apprendre, en fait, pour réussir, pour pouvoir juste être ce que je suis, je devais passer par un ensemble de combats que je pensais prendre fin à la fin de l'école. Je me disais, bon, c'est pas grave, je me bats pendant les 5 ans. Puis après, la vie va commencer. Ça a été le début des emmerdes. Donc en fait, j'ai eu un parcours qui à chaque fois a cru à la possibilité d'autre chose, en disant, bon, c'est pas grave. Moi, je suis toujours... On a quand même juste une seule chose qui est liée à la vie. C'est-à-dire ce que je fais, ce que je suis, les autres, l'amour de l'autre. On fiche que ce soit moi, bon, ce qu'on veut. Sauf qu'en fait, le fait que je sois une artiste femme a été un problème, dès le départ. Et en plus, si vous avez du tempérament et un mauvais caractère, ça complique les choses. Parce qu'en fait, évidemment, le rapport de pouvoir, il s'instaure très fortement. On va vous la fermer, en fait, hein, votre bouche. On va vous montrer que vous, quand on vous met comme un quota dans une exposition, parce que vous le savez, évidemment, vous savez qui vous remplacer, vous savez que vous avez moins de budget que les autres, on sait qu'on se fout dans le coin là-bas, alors que tous les autres sont devant. C'est pas grave, c'est comme la mauvaise blague, en fait, il faut bien la comprendre. Enfin, c'est vous qui n'avez pas d'humour, parce que vous êtes déjà dans la liste, en fait, donc c'est déjà un privilège. J'ai participé à une exposition qui s'appelait la scène française, dans une grande institution dans le sud de la France, la scène française. Donc, ok, je travaille depuis, enfin, je ne suis pas une jeune fille, hein, je travaille depuis longtemps. Je participe à cette exposition, comme un privilège, je ne pas l'oublier. Et là, on m'apprend que je suis dans une salle avec un autre artiste, homme. Mais attention, cet homme avait déjà une pièce qu'il fallait respecter, puisqu'elle avait été payée par le FNAC, produite par le je ne sais pas quoi, achetée par le FNAC. Moi, non. Donc moi, je devais respecter cette condition qu'on m'a posée, c'est-à-dire que l'autre imposait sa pièce. Ok, pas de souci. Je reçois un mail en me disant il y a un souci. En fait, l'autre artiste n'a pas envie que tu fasses ce projet-là, parce qu'en fait, sa pièce serait en confrontation avec une pièce qu'il n'a pas envie d'avoir dans la même salle. Donc là, je me suis dit, oula, il va y avoir un petit souci que je ne comprends pas. Et cet artiste me répond, ainsi qu'en copie au curateur, au directeur, etc., en corrigeant mon travail. Et en mettant une liste des possibles. Donc j'avais le droit, je n'avais plutôt pas le droit de dépasser 1m50, je n'avais pas le droit de me mettre dans l'axe comme ça derrière sa pièce, je n'avais pas le droit de mettre des couleurs, je n'avais pas le droit, etc. Et il avait photoshopé mon travail. J'ai dit, là, on trouve le problème. Donc, on a pris un rendez-vous. On m'a proposé un rendez-vous avec ce jeune homme, qui était personne, hein, pas plus que moi d'ailleurs, moi je suis personne. J'arrive, je dis bonjour, pas de bonjour. C'était confus. Bon, ok. Je m'assois et je vois qu'il a sur les genoux un de mes catalogues, enfin un espèce de dossier que je n'avais pas fait. Et il regardait ça comme on pourrait regarder la redoute avec les pires trucs dedans. Trucs qui l'offensaient, qui le brutalisaient. Et là, le curateur parle, là aussi, c'était plus celui qui avait pris la première décision, mais c'était un autre qui parlait à la place d'eux. Donc tout le monde se dédouanait, se déresponsabilisait des choses. Et on me dit, écoute, il faut être souple, tu vois. Parce que le travail de, je ne vais pas donner son nom, et toute sa vie, est-ce que là on était? Moi, c'est du hobby. C'est-à-dire qu'en tant que femme, je suis assignée une place d'occupation, de passe-temps, de tricotage. En plus, je brosse des paillettes, j'en mets sur les murs, je brode, j'enfile des perles. Ah, évidemment, le mot était dit. Pour lui, son travail, c'est toute sa vie. Moi, c'est de l'occupation. Il dit, tu comprends, il a du mal, il préférerait exposer avec les frères Chapuisat, avec Devoir Jiquel, avec Stéphane Pilet, qui était aussi dans l'expo, mais pas toi. Je dis, mais qu'est-ce qui pose problème exactement? Il était là, hein, à 3 cm. Il me dit, il balance le catalogue sur le bureau,
De toute façon, noir, femme et artiste, ça va pas ensemble. Qu'est-ce qu'on peut répondre à ça? Qu'est-ce qu'on peut répondre à ça? Qu'est-ce que je peux faire? Je dis, c'est simple. C'est très très simple. C'est encore plus simple qu'avant. Le projet initial, celui qui doit être fait, s'il n'est pas fait, je le retire avec tout ce que ça impliquera, on va dire. Mais je ne peux pas accepter le moindre changement, le moindre genou à terre. Donc, il y a eu le rapport de force, il a accepté, parce qu'on n'a pas tellement de choix. Et le montage a été un enfer. Les pièces ont été cassées, volées. Ça a été 10 jours d'enfer. Réel. Bon, ensuite, l'espace en question, qui a une collection, a acheté mes pièces un peu comme une excuse en disant bon, on va acheter l'installation comme ça, on va rééquilibrer un petit peu les dommages. Cette expérience-là m'a posé tellement de questions. D'ailleurs, pourquoi j'ai continué jusqu'au bout? Pourquoi j'ai accepté le combat? Parce qu'en fait, j'aurais pu dire, pas besoin de me faire mes preuves. Je m'en fiche, pas une expo, je suis pas, on s'en fiche. Sauf qu'à force tout le temps de poser les armes, et bien, bon, c'est pas grave, je ne vais pas rentrer là-dedans. On se rend compte qu'en fait, il y a une sorte de territoire qu'on laisse. Mais c'est hors de question. C'est-à-dire que je suis rentrée dans l'école d'art, jusqu'à mon diplôme. Mon diplôme, on m'a demandé pourquoi je faisais une école d'art. Et un des membres m'a même demandé si c'était pas pour me trouver un mec. C'est parce que les filles dans les écoles d'art, je trouvais toujours des mecs. Bien sûr que c'est une motivation. Et ensuite, au moment des délibérations, qui se passaient pas très bien, parce que évidemment, on pose ce genre de questions, évidemment, on répond. Parce que quand même, à un moment donné, j'ai 5 hommes en face de moi à jury de la SUP, et il n'y a que du cynisme, que du mépris. Parce que j'en fais mes perles, parce que je brode, parce que j'ai des références qui ne sont pas les bonnes en fait. Parce que je suis algérienne d'origine, parce qu'il y a tout un ensemble à millefeuilles de handicap qui ne sont pas bons. C'est pas une bonne carte en fait. C'est douloureux en fait. Et quand dans mon diplôme, on me dit à la délibération, et à part ça, sinon mademoiselle, vous cuisinez bien. Je ne réponds pas. Il y en a un qui dit, ah, il doit sûrement bien faire le couscous. Je me dis, mais tout est dit. Je n'ai rien à rajouter. Je m'en vais. Sauf que c'est une couche de millefeuille plus une autre. Et j'ai rajouté encore un handicap, j'ai eu un enfant. Bing, on se rajoutait encore un coup. C'est-à-dire que non seulement j'étais une femme, que je devais me battre parce que, évidemment, on vous assigne toujours l'endroit le plus pourri, on vous donne la prod la plus ridicule. Bon, on fait avec, mais on s'en sort quand même pas si mal. Il dit non, mais finalement, t'as pas besoin. On s'en sort très très bien. Évidemment, mais donnez-moi, les mêmes budgets que tous les autres, et je m'en sortirai aussi bien. Donc d'être dans ces playlists en permanence, où on n'est pas. Je peux faire toutes les expos que je veux. Le retour de presse, il est difficile à avoir. Je ne parle même pas des ateliers d'artistes et de machin. Je ne parle même pas de ça. Juste arriver à tenir le choc sur la longueur, tenir le choc dans une galerie, tenir le choc dans les expos de groupe, tenir le choc en permanence. Donc j'ai été victime, j'ai vu également, ou alors on parle de mon fils au lieu de me parler de mon travail. Au début, je le cachais. J'avais un enfant, c'était mieux, parce qu'on m'a dit, mais t'as pas envie de réussir? Pour moi, c'est pas problématique d'avoir un enfant, en l'absolu. Ben, ça l'a été. Donc je l'ai caché. Pendant longtemps, les gens ne savaient pas que j'avais un enfant. Et puis après, j'ai assumé. Il n'y a pas de raison. Il fait partie de ma vie. C'est grâce à lui que je suis aussi libre pour faire mon travail. Donc il n'y a pas de raison qu'il soit un mensonge de plus en tout cet ensemble. Parce que si à un moment donné, on vous apprend à taire les choses, à taire, à minimiser. Je suis proposée par un des rapporteurs de la Villa Médicis à postuler à la Villa Médicis une année. Il y a un petit moment. Moi, je suis tellement naïve. J'ai cru que c'était mon travail qui faisait la différence. Je crois toujours que c'est ça. C'est-à-dire que naïvement, je suis amoureuse du travail. Je me dis que sur 50 artistes différents, c'est le travail qu'on va regarder. Je parle là, les prix Marcel Duchamp, ces choses magnifiques.
Donc on me propose de postuler. Je me dis, oh, génial, c'est que mon travail, enfin regardez, je postule naïvement. Je suis présélectionnée naïvement. Et j'arrive le matin avec tout mon bazar, pensant que j'ai une chance. Bon, j'étais la seule fille dans les 8, je crois. Déjà, j'étais un peu... Bon, c'est impressionnant, quoi. Moi, la vie d'Alexis, c'est l'histoire. J'arrive, là, on me dit, tu crois vraiment que tu vas l'avoir? Je dis, bah oui. Enfin, je sais pas si je vais l'avoir, mais en tout cas, je vais me battre. Ils disent, mais t'es folle, c'est machin qui vont partir. Je dis, mon homme n'a pas passé. Effectivement, ces machins sont partis. J'ai dit, on n'a aucune chance sans rien, en fait. Jamais. C'est-à-dire qu'il y a dû y avoir, il fallait mettre une case, il fallait mettre quelqu'un. Il fallait mettre quelqu'un qui connaissait quelqu'un, que machin, qui pouvait laisser la place à d'autres. Et c'est sur les 8, j'en avais plus. Et c'est les 2 qui étaient prédestinés qui sont partis, très longs. Donc c'est en permanence, c'est des choses infimes, parfois. C'est des choses brutales, souvent. C'est nommé ou pas, c'est souvent menti. C'est pas forcément les hommes qui sont à l'origine. Il y a de tout. Là, pour le coup, il y a une vraie parité. C'est-à-dire que c'est autant de la part de femmes que d'hommes. Il n'y a pas plus 5 ans qu'un autre, je dirais. C'est juste qu'au final, il y a beaucoup de silence. Il y a beaucoup de tristesse qui accompagne ça. Parce qu'au final, on a l'impression que ça devient... Il faut lutter pour ne pas être paranoïaque, il faut lutter pour ne pas être alerte, il faut lutter pour ne pas être... Voilà une petite démonstration que même pour les générations suivantes à la mienne et à celle d'autres, et dans d'autres domaines que la politique, la situation est la même, donc c'est toujours un sujet d'actualité. Je tiens à vous dire qu'on a un tout petit peu d'avance ou de retard, ça dépend de la façon de laquelle on regarde les choses. On vient de m'informer que la pause café est terminée et donc on en vient à la chose très importante qui est sur notre programme prévu pour après la pause café, c'est-à-dire les conclusions de ces 2 journées à présenter par M. Olivier Casques, le président du Conseil pour les élections démocratiques et qui est en même temps juge en cour d'appel en Estonie, membre de la commission de Venise, et M. Barbu, président de la commission permanente de l'autorité électorale roumaine, qu'on a lui aussi déjà eu l'occasion d'écouter, et on va vous laisser la place pour vous présenter les conclusions. Merci beaucoup de votre attention et